Merci de rester avec nous. C'est la dernière partie de New World Forum. Nous évoquons cette semaine les recherches thérapeutiques dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. C'est bien Covid-19. Avec Dr Kevin Silver, médecin de santé au travail et environnement, chef section de la médecine du travail et des sports, coordonnateur du plan stratégique sécurité et santé au travail pour le personnel de santé au Togo. Avec nous, le professeur Didier Ekwevi, médecin épidémiologiste et chef du département de santé publique à l'Université de Lomé, notre troisième invité, Dr Lidao Alain Baoué, médecin infectiologue au CHU Sylvanus Olympio. Alors, avant la pause, chers invités, nous étions en train de parler du réservoir des virus et en attendant des résultats plus concrets, on sait qu'en grande partie, il y a quand même de grands réservoirs chez les animaux. Parce que quand on prend depuis la vache folle, la grippe porcine, comment l'appelle-t-on, Ebola, le sida et même Covid-19, il y a une partie des réservoirs auprès des animaux. Alors, est-ce qu'il ne faut pas qu'on apprenne à manipuler autrement ces animaux? Qui a envie de recevoir cette patate chaude? Docteur Baoué. Oui, effectivement, quand on prend l'ensemble des virus qui sont aujourd'hui problèmes de santé publique à portée internationale, dans les mesures de prévention, avec Ebola dans le temps, dans les mesures de prévention... On peut ajouter la grippe aviaire aussi. Oui, dans les mesures de prévention, on disait il faut consommer les viandes bien cuites. Parce que l'ensemble des virus en général, les virus ne durent pas très longtemps dans le milieu extérieur et ils sont sensibles à la chaleur. Donc une viande qui est contaminée, mais si elle est bien cuite, ça permet de détruire le virus et on peut la consommer sans... Mais avant la cuisson, il y a la manipulation. Oui, justement, avant la cuisson, il y a la manipulation. Et dans le Covid-19, là, dans les mesures de prévention, on demande, par exemple, lorsqu'on coupe la viande, il faut bien se laver les mains après avoir coupé la viande. Et surtout, ne pas utiliser le même couteau pour couper, par exemple, un aliment qu'on peut consommer rapidement. Supposons qu'on prend le couteau qui a servi à couper la viande, le même couteau va servir à couper un morceau de pain pour qu'on peut manger directement. C'est pas conseillé dans cette situation-là. Professeur, on préfère utiliser des couteaux différents ou bien laver ce couteau avant de l'utiliser pour autre chose. Alors, professeur Kwevi, est-ce que pour éviter tout problème, est-ce qu'il ne faut pas laisser tranquille les animaux? Ça devient un choix personnel. Hein. Parce que ça devient un choix. Dans notre représentation, on dit souvent ce qui est au terme, il ne faut pas tenter de... Ça devient un choix. Mais c'est ce que le docteur Baoué a complètement répondu à la question. Il faut manger de la viande bien cuite. Et respecter les gestes barrières, le lavage des mains. Après, le choix de manger de la viande ou ne pas manger de la viande dépend de chaque individu. Docteur Kwevi? Oui, non, je pense que Dr Baoué a répondu à la question. Je pense que ce qui est aussi qu'on peut aussi prendre en compte, c'est de faire attention et aussi à ne pas aussi trop détruire l'environnement des animaux. C'est-à-dire que lorsque on rentre dans cet environnement, lorsqu'il y a trop de contacts, vous avez vu que beaucoup de ces contacts-là ont été avec les animaux sauvages. Et souvent, les virus qui peuvent être... certains animaux qui peuvent, comme on le dit, on ne comprend pas tout, mais certains animaux sauvages qui peuvent être des réservoirs potentiels de virus, par exemple, ne sont pas des virus qui sont... auquel l'homme peut être, disons, en contact ou est habitué. Alors que, bon, nous avons l'habitude de pouvoir consommer sans façon les animaux domestiques et autres. Et donc, c'est aussi des réflexions à mener. Mais l'homme est omnivore. Et donc, ce qu'il y a, c'est que pour pouvoir manger les animaux ou prendre les animaux, il faut pouvoir respecter un certain nombre de gestes barrières pour pouvoir les consommer. Et comme on l'a dit, le reste, c'est
une conception de chacun de pouvoir en manger ou pas. Nous pouvons commencer par prendre les questions, répondre aux téléspectateurs qui nous écrivent sur nos réseaux WhatsApp, Facebook et Twitter. On va commencer par le 92 80 23 39. Alors, est-ce que la médecine conventionnelle pourra reconnaître un jour l'efficacité d'un produit thérapeutique? Je pose la question parce qu'il me semble que les thérapeutes guérissent des maladies que la médecine traditionnelle, la médecine conventionnelle n'arrive pas à guérir. Autre question, après Ebola, ça n'a pas duré. En même temps, c'est un autre virus plus virulent qu'Ebola. On se pose la question si ce n'est pas l'homme qui crée des virus pour accroître l'industrie pharmaceutique. Voilà la question de notre premier téléspectateur. Professeur Kwevi. D'accord. Il y a plusieurs facettes sur cette question. D'abord, c'est de se demander pourquoi il y a autant d'épidémies. C'est parce qu'il y a autant de virus, c'est parce qu'il y a autant de germes. Et c'est parce que l'homme aussi a décidé de défier un peu la nature. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est de manger tout ce qui est viande exotique. Et donc, les gens, de plus en plus, cherchent à manger ce genre de viande et à changer de comportement. Ça, c'est la première réponse. Maintenant, on en aura toujours. Les épidémies, on en a connu. On en connaîtra toujours. Maintenant, c'est de se préparer suffisamment pour que les épidémies ne deviennent pas des pandémies. Lorsque vous avez des systèmes de surveillance qui sont renforcés, qui sont forts et qui sont assez structurés, dès que vous avez les premiers cas, on devait pouvoir les contenir. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en disant une détection précoce, une réponse rapide qui permettra de ne pas avoir ces pandémies. Moi, c'est la première fois que je vois une pandémie ou une épidémie qui a bloqué pratiquement toute la planète. Je ne pense pas que nous ayons déjà connu ce genre de pandémie. Docteur Baoui? Oui, dire que c'est l'homme qui est à la base de ce que nous avons aujourd'hui comme problème et que c'est pour faire tourner l'industrie pharmaceutique. Alors, si déjà dans les premières heures ou bien les premiers mois de cette épidémie, on avait déjà une solution, on pouvait dire que c'est quelqu'un qui a, pour faire tourner son industrie, donc, aujourd'hui, on n'a pas encore la solution. Il y a des essais qui se font, mais on n'a pas encore vraiment la solution. Donc, on ne peut pas dire que c'est l'homme qui a mené ce virus dans l'environnement. Mais ce qui est sûr, comme je l'ai dit... Est-ce qu'on peut être catégorique là-dessus? Bon, on ne peut pas être catégorique aussi. On ne peut pas être catégorique, mais aujourd'hui, ce que nous savons aujourd'hui, c'est que ce virus que nous connaissons aujourd'hui vient de quelque part, mais vient d'un animal qui a été identifié déjà. Et c'est le contact de l'homme avec ces animaux-là, soit l'hôte définitif ou l'hôte intermédiaire, qui est aujourd'hui la propagation que nous connaissons aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, les virus, on n'a pas encore fini de connaître les virus. Et ils sont là, ils sont nombreux. On ne connaît pas de façon formelle les réservoirs de ces virus-là. Et tous les animaux, notamment les animaux de brousse en général, sont des porteurs ou bien des réservoirs potentiels. Donc c'est pourquoi, si on se rappelle avec Ebola, on avait interdit la consommation ou bien le contact avec les animaux de brousse parce que, c'est vrai, avec le virus Ebola, on avait identifié un certain nombre d'animaux de brousse, notamment les rongeurs, les agoutis, tout ça. Mais par extension, on avait interdit tous les animaux de brousse parce que tous les animaux de brousse sont des réservoirs potentiels. C'est parce qu'on ne connaît pas exactement, pour ce virus, on ne connaît pas exactement le réservoir formel de ce virus-là. Et c'est la même chose qui se passe ici. On connaît pour la chauve-souris, mais après la chauve-souris, on a parlé d'autres animaux, le pangolin, même il y a même les serpents, tout ça. Donc, on n'a pas encore vraiment la maîtrise. Et donc, tant qu'on n'a pas la maîtrise et tant que l'homme va continuer par défier l'environnement, on connaîtra toujours ces problèmes-là. Docteur Sylvain Kwevi, le téléspectateur, s'est interrogé aussi sur la résurgence de ces pandémies. Pourquoi ces derniers temps, les pandémies sont légion? Est-ce que c'est un signe des temps? Est-ce que c'est une punition divine? Est-ce que... Oui. Bon, en fait,
les pandémies, on en a connu. Il y a eu des distanciations entre le temps où on les a eues. Mais actuellement, il est possible qu'on en ait qui vont venir. Pourquoi? Première chose, c'est que le milieu dans lequel nous allons les chercher, tout à l'heure, le professeur en a parlé par rapport au fait que les gens vont défier la nature pour manger des animaux exotiques, des animaux qu'on ne mange pas d'habitude, on les mange crus. Ça veut dire qu'on sort un virus qui est normalement non pathogène pour l'animal dans lequel elle vit. C'est-à-dire que la chauve-souris, elle a le virus chez lui sans problème, en permanence, sans problème. Donc, à partir du moment où on va chercher la situation dangereuse, c'est nous qui allons le créer. Première chose. Deuxième chose, il y a un élément, si vous le voyez, nous sommes devenus un village planétaire. Un village planétaire, comme on peut le dire. Aujourd'hui, le déplacement est facile d'un continent à un autre. Avant, vous avez des épidémies qui peuvent naître et décimer tout un village qui est bloqué quelque part dans la brousse parce qu'ils sont allés pouvoir toucher un animal probablement qu'il a. Et ça se circonscrit là. Mais aujourd'hui, avec les capacités de déplacement que nous avons, pouvoir partir d'aujourd'hui en moins de 2 heures, se retrouver à Paris, puis à New York et autres, qui peut faire que nous pouvons. Voilà. Et donc, par rapport à ces éléments, il faut pouvoir travailler de manière prospective, à pouvoir voir quels sont les scénarios possibles qu'il peut y avoir. Et dans l'analyse, pouvoir voir à quel niveau on peut bloquer. On peut le bloquer. Donc, on peut pouvoir agir dans notre comportement, donc dans notre mode d'alimentation, qu'il faut pouvoir revoir. Donc, pour ne pas aller défier la nature, aller prendre n'importe, c'est-à-dire que aller manger toute forme d'animaux. Et aussi, il y a un élément aussi qui revient, c'est-à-dire que par rapport à notre comportement, par rapport aux aspects liés à l'hygiène, ça c'est un élément fondamental sur lequel nous devons pouvoir. C'est pas que l'homme est social. L'homme restera toujours social, on aura des contacts, mais il faut pouvoir prendre des mesures de manière à ce qu'on puisse endiguer d'une manière ou d'une autre et pouvoir mieux se préparer à chaque fois pour pouvoir amortir ces chocs épidémiques qui peuvent venir liés à des virus qui peuvent être de différents milieux. On va répondre au 92 48 85 48 92 48 85 48. Alors bonsoir messieurs et merci pour l'émission. Je pense pour ma part qu'un défi reste à relever en Afrique en général et au Togo en particulier. Ce défi est celui de la collaboration et la complémentarité effective entre la médecine moderne et celle dite traditionnelle. Et pour ce faire, la médecine moderne doit tendre la main aux découvertes pertinentes de la médecine occulte. Les gouvernants ne peuvent-ils pas aussi instaurer une forme complémentaire et thérapeutique dans le cursus des médecins modernes de sorte qu'il soit transversal? Le professeur Ekevi est, en tout cas, plus non, comme apte à nous répondre parce que vous êtes dans le milieu universitaire encore. Non, comme je viens de le dire, il y a des initiatives qui ont été prises au niveau de l'université de Lomé. Et ça n'a pas réuni que cette initiative. La première rencontre, nous avons invité des tradithérapeutes qui sont venus. Et nous sommes en train de voir comment nous pouvons travailler et collaborer ensemble. Après, lorsqu'on va trouver les procédures, qu'on trouvera la manière de collaborer ensemble, parce que vous devez savoir que lorsqu'on donne un produit à quelqu'un, on vérifie 2 choses, l'efficacité, mais également la tolérance, mais aussi la posologie. Donc il y a beaucoup d'éléments sur lesquels nous devons nous mettre d'accord. Et lorsque les tradithérapeutes trouvent quelque chose qui disent que c'est efficace, on l'évalue. Et dans le processus, par exemple, de fabrication ou bien d'administration des produits, il y a plusieurs phases. Nous avons ce que nous appelons les phases 2, les phases 3, les phases 4. Si toutes ces phases sont respectées, pourquoi pas? Il n'y a pas de... Les médecins ne sont pas fermés à la collaboration. Nous avons commencé une initiative qui est louable au niveau de l'université de Lomé. Nous allons poursuivre cette initiative en essayant de collaborer. Et ceci, ce n'est pas seulement dans le cadre du Covid-19, mais également se préparer pour les prochaines épidémies. Donc la porte, elle est ouverte. Il y a un comité qui est présidé par le professeur Kokou,
où nous avons dit toutes les plantes, tous les médicaments qui ont des vertus antivirales seront recensés. Ça, c'est une de nos pistes de recherche. Et lorsque les tradithérapeutes sont d'accord, on va les évaluer. Et on trouvera le meilleur produit qui pourrait être administré. Là, ce n'est pas fermé, on est très, très ouvert même, parce que la vie nous apprend à être très humble devant certaines situations comme celle du Covid-19. La prochaine question, 91 99 56 39. Alors bonsoir les invités. Je voudrais savoir ici au Togo, quel traitement nos médecins préconisent aux patients de Covid-19. Je pose la question à l'infectiologue. Oui, docteur Baoui. Alors, quel est le protocole de traitement? Le protocole de traitement, ça, tout le monde le sait déjà. Et ça circule partout. C'est la chloroquine ou bien l'hydroxychloroquine associée à un antibiotique, l'azithromycine. Et donc, surtout pour la chloroquine, avec l'essai du professeur Raoult, qui a fait du bruit, ou bien qui continue de faire du bruit. Bon, sur cette molécule, vraiment, il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de controverses. Mais au Togo, ici, au départ, nous avons commencé à donner la chloroquine ou bien donner ce protocole devant des critères. C'est-à-dire que tous les patients ne nécessitaient pas ce protocole-là. Voilà, parce que la cas grave, dit-on. La plupart des patients qui sont guéris et qui sont sortis n'ont pas eu besoin de ce protocole-là. Et donc, c'est avec la pression médiatique et surtout de la population que nous étions obligés maintenant d'instaurer ce protocole de façon systématique à tous les patients. Voilà. Je me faisais ma petite idée tout à l'heure, je vous en parlais hors antenne, mais est-ce que c'est totalement farfelu? Moi, je demande de chercher une dose de 7 millions de chloroquine, hydrochloroquine. Là, on distribue à tous les Togolais. Tout le monde prend sur une semaine et demie, 10 jours, cette affaire-là. Ceux qui ont le virus, ils sont guéris. Ceux qui n'en ont pas vont prendre le médicament pour lier. Bon, et puis on règle cette affaire-là. Est-ce que c'est totalement farfelu? Oui, c'est vraiment farfelu parce que... parce que la personne qui n'a rien, pourquoi elle prendrait des médicaments? Oui, il y a ce qu'on appelle... Vous donnez des médicaments pour des gens il y a ce qu'on appelle la demi-vie de médicaments. Oui. Et donc la demi-vie, c'est le temps au bout duquel la dose diminue de moitié et en fonction de ça, le médicament disparaît. Alors, quelqu'un qui n'a rien et qui prend ce médicament et... il se retrouve à un moment où il n'a plus rien dans l'organisme. Lorsqu'il va entrer en contact avec le virus, il va faire la maladie. Donc, l'administration de la molécule ne servirait à rien. Donc, c'est seulement pour les personnes qui sont déclarées ou bien confirmées, c'est à ces personnes-là qu'on doit donner le médicament. Maintenant, pour les autres, il faut... Pour traiter à l'aveugle tous les autres qui ont le virus et qu'on ne pourra pas détecter, on ne peut pas détecter tout le monde de toutes les façons. Je pourrais juste compléter en disant que lorsqu'on veut donner un médicament... Non, pas aujourd'hui, le Covid nous apprend à être un peu humble parce que... Oui. Bon, lorsqu'il y a un médicament, il y a ce qu'on appelle des contre-indications absolues. Par exemple, les patients qui ont un déficit en G6PD, on ne va pas rentrer dans les détails. Les patients qui ont des cardiopathies, ça c'est des contre-indications. Pour la chloroquine. Pour la chloroquine. Il y a ensuite ce qu'on appelle des contre-indications relatives. Il y a aussi des patients qui vont faire des allergies aux médicaments. Donc, on ne peut pas, de toutes les façons, donner de la chloroquine à tout le monde. Et le fait de donner la chloroquine à tout le monde, c'est qu'on rentre dans un processus de traitement qui est préventif. Alors que jusqu'à présent, même ceux qui ont démontré que la chloroquine accélérait la réponse, l'ont recommandé pour un traitement curatif. Et je voudrais attirer l'attention en disant que sur la chloroquine, nous n'avons pas encore toutes les preuves. Nous n'avons pas encore toutes les preuves. Pourquoi il y a la chloroquine en Europe et il y a autant de décès? Si ça marchait à 100%, pourquoi il y a autant de décès, M. Jules? Si je vous reposais la question par rapport à votre hypothèse. Pourquoi il y a autant de décès aux États-Unis et que le pic des décès va survenir la semaine prochaine? Si la chloroquine marchait effectivement. C'est pour dire qu'on ne peut pas donner la chloroquine à tout le monde. Et le docteur Baoui, qui est infectiologue, est là, il sait, il vous a dit les premiers cas qui étaient guéris au CHR n'avaient pas reçu de la chloroquine.
Alors, une autre question, 92 11 97 80. 92 11 97 80. Alors, il dit, j'aimerais que vos invités nous disent ce que représente le chiffre 19 dans le Covid-19. Ouais, Covid-19, Covid ça veut dire coronavirus disease, c'est-à-dire la maladie à coronavirus. Le 19, c'est que c'est en 2019 que ce virus a été découvert. Sinon, le coronavirus, c'est une grande famille au sein de laquelle on a connu plusieurs types de virus. Et donc le nouveau, le récent, c'est le 19, enfin le coronavirus 19. Donc le 19, c'est par rapport à l'année. D'accord, c'est aussi simple que ça. Oui, c'est aussi simple. Pas un chiffre magique. Hein. Alors, je voudrais qu'on aborde maintenant un volet important de cette émission, le volet vaccination, ce qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. La vaccination est-elle une bonne approche pour lutter contre les maladies de façon générale? Je pose la question à l'infectiologue. Oui, la vaccination est une bonne approche pour lutter contre les maladies infectieuses en général. Et aujourd'hui, nous sommes face à une maladie infectieuse d'origine virale et il n'y a pas beaucoup de vaccins contre les virus aujourd'hui. C'est là le challenge aujourd'hui. Sinon, la vaccination, c'est un moyen de prévention des maladies infectieuses. Et aujourd'hui, très peu de maladies virales ont des vaccins, notamment le Covid-19 actuellement, et puis d'autres virus également. Et, professeur Covid? Oui, c'est-à-dire que c'est le moyen le plus efficace pour lutter contre des maladies infectieuses, d'une manière générale. Si vous prenez la seule maladie qui a été éradiquée jusqu'à présent dans le monde, c'est la variole qui a été éradiquée dans les années 1977 et certification en 1980 grâce à la vaccination. La maladie qui est en voie d'éradication actuellement, qui est la poliomyélite, c'est grâce à la vaccination. Si vous prenez une maladie comme le VIH, où nous n'avons pas de vaccin, c'est un traitement antirétroviral. La vaccination permet d'avoir une immunité à long terme. Et c'est le moyen le plus efficace et le moins coûteux. Et il s'agit de traiter un peu tout le monde. Et là, s'il y avait un vaccin, là, c'est quand même par contre plus efficace. Il faut vacciner tout le monde parce qu'on aura, ça c'est pas farfelu. Là, on aura une immunité, totale. Donc vraiment, et c'est la vaccination qui a permis une réduction drastique de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. C'est le moyen le plus efficace à l'heure d'aujourd'hui pour lutter contre les maladies. Est-ce que ça ne crée pas d'autres problèmes? Je vous assure que moi j'ai déjà rencontré un pédiatre s'interrogeait sur la nécessité de vacciner contre la variole, par exemple. Il m'expliquait qu'il y a des maladies qui naissent pour permettre à l'organisme de renforcer naturellement le système immunitaire. Lui, il m'a dit qu'il trouve totalement farfelu, voilà, le mot revient, le fait d'administrer le vaccin contre la variole, par exemple. Non, il y a plus de professeur, pédiatre. Non, il n'y a plus de vaccin contre la... Il n'y a plus de vaccin contre la variole. Oui, mais pourquoi il n'y en a plus? Parce qu'on l'a administré pendant longtemps. La maladie a été éradiquée. Parce que depuis les années 80, on n'a plus eu de cas de variole jusqu'à ce jour. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a plus de vaccination contre la variole? Il n'y en a plus. Non. Bon, d'accord. Alors, à travers l'histoire, est-ce que c'est prouvé ce qu'ils ont dit? Parce que vous étudiez l'histoire de la santé. Est-ce que c'est prouvé que c'est la vaccination qui arrive à régler le problème des pandémies? Oui. Aussi bien en 1889 que les pandémies qui ont suivi. Oui. En 1905-1904, lorsqu'il y a... Puisque l'épidémie de la variole a duré beaucoup dans les colonies. Donc, en 1805 et en 1804, il y avait les médecins allemands, le docteur Kultz, qui, pour pouvoir endiguer l'épidémie, avait commencé par administrer les vaccins qui étaient fabriqués en Allemagne et qui venaient, qu'on amenait pour pouvoir vacciner la population. Surtout ceux qui ont commencé par comprendre l'efficacité de la vaccination. Et il s'est fait que, à un moment donné, il y avait eu un autochtone venant du Dahomey qui est venu et qui
s'est fait vacciner sur un bras et qui, après quelques temps, a demandé qu'on le vaccine sur l'autre bras. Retourné chez lui, il a prélevé une partie de ses pustules pour pouvoir aller vacciner les autres. C'est-à-dire pour pouvoir aller donner aux autres avec des scarifications. C'est vrai que ce n'est pas une méthode qui a été assez claire, mais ils ont compris quand même que la vaccination avait une efficacité à partir de ce moment-là. Il a été prouvé aussi, c'est-à-dire que ça c'est dans au niveau de la médecine chinoise, qu'on donnait, c'est-à-dire que pour pouvoir faire c'était une forme de vaccination. C'est vrai qu'on ne peut pas pouvoir le dire clairement si ça avait eu son effet, mais pour pouvoir endiguer la possibilité qu'il y ait une épidémie de variole, il y avait des poudres, des poudres de résidus de croûte des personnes qui ont eu la variole qu'on administrait aux enfants pour pouvoir prévenir la variole. C'était pour dire que la vaccination, parce que moi quand j'ai posé la question aux parents, à des personnes pour leur dire, mais est-ce que depuis que vous êtes là, vous avez vu encore des personnes ou des enfants qui sont paralysés? Ils disent que non, il n'y en a plus. Voilà. Et donc, et pour leur dire que, mais vous avez vu ça, c'est la vaccination. C'est-à-dire que c'est un médicament, qu'on peut le dire ainsi, qu'on donne ou avec lequel on injecte à la personne pour que la personne développe une capacité à pouvoir répondre, à pouvoir s'auto-guérir facilement. Donc, dans l'histoire, il y a eu cette efficacité de la vaccination. Et comme on le dit, en fait, tous ces éléments-là doivent être entourés d'un protocole assez clair, avec des aspects liés à l'éthique, pour que les populations puissent comprendre. Voilà. Alors, d'où viennent alors les rumeurs malveillantes, entre guillemets, parce que personne ne sait si elles sont malveillantes ou non, qui font croire que les vaccins, c'est pour stériliser les Africains, c'est pour les tuer, c'est pour X ou Y. Docteur Baoué, est-ce que vous comprenez ces rumeurs? Bon, ces rumeurs peuvent être comprises dans la mesure où un vaccin, c'est aussi un médicament. D'accord? Et lorsqu'on prend un médicament, on peut avoir des effets adverses après. Et donc, lorsque ces effets adverses surviennent après, qui peuvent être fatals, et surviennent après l'addition d'un vaccin ou d'un médicament, les gens ne comprendraient pas très bien pourquoi on donne un médicament pour prévenir une maladie et c'est à l'issue de ça que la personne meurt. Et donc, il peut y avoir également d'autres choses qui vont survenir après, mais qu'on peut lier à tort ou à travers au vaccin. Donc, c'est comme ça que je peux expliquer la chose. C'est par rapport aux effets liés à l'addition du vaccin après. Dans l'histoire, est-ce qu'il y a eu des manipulations liées au vaccin? Parce qu'on a eu parfois des informations venant du Nigeria qui a un faux vaccin qui a été testé sur des populations, ce qui a engendré une forme de méfiance généralisée sur la question. Oui, là, ça revient au laboratoire qui propose ce vaccin. Parce que je sais qu'au Nigeria, il y a une année, au cours d'une épidémie de méningite, un laboratoire avait proposé un vaccin au Nigeria. Et on s'est rendu compte en fait que ce n'était pas du vaccin, c'était de l'eau distillée. Je ne me rappelle pas de l'année, mais je sais que le problème s'est posé au Nigeria et ça a contraint le ministre de la Santé à l'époque à démissionner. Donc là, ça c'est de la contrebande. Ça c'est le laboratoire qui n'est pas clair, qui est faux et qui va proposer des choses pas bien à une population pour soutirer de l'argent, c'est tout. Alors, dans le cas du Covid-19, en tant qu'infectiologue, en tant que professeur, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de faire vacciner, le vaccin en question là? D'abord, le délai pose problème. Pourquoi si rapidement on a pu fabriquer un vaccin? Alors, est-ce qu'il faut tout de suite, est-ce que les protocoles sont respectés vu les délais très courts? Est-ce que ce vaccin est fiable? Alors, je dirais que tout à l'heure on l'a dit, la solution des maladies infectieuses, c'est la vaccination. C'est le meilleur moyen. D'accord. D'accord. Bon, voilà, c'est acté. Oui. Et maintenant, le délai de fabrication de ce vaccin de Covid-19 là, ça a fait 2 mois, 3 mois pour qu'on sorte le vaccin. Est-ce que ce délai-là ne jette pas de la suspicion sur le travail? Oui, c'est là tout le problème, parce que sortir un médicament vaccin, c'est plusieurs années. Oui, mais c'est ce que vous nous dites souvent. Non, c'est pas... Excuse-moi, je vais dire. Il n'y a pas de vaccin.
À l'heure d'aujourd'hui, Ouais. il n'y a aucun vaccin contre le Covid-19. Il y a un test qui va Non. se faire opérer. C'est pas ça. Il faut qu'on soit très clair. Oui. De quoi s'agit-il? Il y a aujourd'hui, dans la grande base de données des études internationales, 40 candidats vaccins. Des candidats vaccins. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on a identifié des vaccins probables qui peuvent entraîner une réponse immunitaire. Et on a commencé des essais vaccinaux, c'est-à-dire des études cliniques aux États-Unis, pas en Afrique. D'accord? Et on va essayer d'observer les résultats. Nous n'aurons pas très probablement 2 vaccins avant 2021. À quoi sert un vaccin réellement? Covid-19 va disparaître. Ça, si on ne faisait rien, c'est ce qu'on appelle l'immunité collective. Les gens, la maladie va disparaître spontanément si on ne faisait rien. Ça va disparaître spontanément. Mais au prix de combien de décès? L'immunité collective, c'est quand 60 à 70% des sujets sont infectés. Et tout le monde a la maladie et la maladie ne trouve plus quelqu'un pour l'infecter. Si je prends le cas du Togo, si nous laissons 70% de la population être infectée, c'est 5 millions de personnes infectées, c'est 250 millions de décès. Il semble que la Grande-Bretagne a voulu tenter cette... C'est ce que la Grande-Bretagne a voulu tenter. Très vite, se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas accepter autant de décès. Donc, du coup, la vaccination ne sera pas disponible très probablement avant 2021. Donc, il n'y a pas encore de vaccin. Il faut le dire clairement. Il n'y a pas de vaccin. On a des candidats vaccins. Et là, on va passer à un essai de phase 2, à un essai de phase 3 de tolérance. Donc, je ne suis pas sûr qu'on aura un vaccin avant 2021. Donc, la vaccination, pour le moment, oublions. On a des mesures qui existent, qu'on appelle des mesures de mitigation, de distanciation sociale, de lavage des mains, du port de masque, qu'il faut respecter. Alors, on va prendre dans ce sens une question du 97 15 12 57. 97 15 12 57. Ma question est celle-ci. Par les réseaux sociaux, nous apprenons que des Occidentaux veulent expérimenter leur vaccin contre le Covid-19 en Afrique, alors que c'est chez eux que la maladie sévit plus. Si c'est vrai cette information, pourquoi c'est l'Afrique qu'ils ont choisi pour servir de champ d'expérimentation? Qu'est-ce que nos grands professeurs chercheurs en médecine en disent? Docteur Baoui. Alors, comme l'a dit tout à l'heure le professeur, on n'a pas encore de vaccin, mais il y a des candidats vaccins. Oui. Mais je pense qu'avant de passer à un essai, il faut passer par plusieurs étapes. Et donc, quand on parle de candidats, c'est qu'il y a des vaccins qu'on peut utiliser, mais avant de pouvoir mettre ce vaccin dans la population générale, il faut plusieurs étapes. Et c'est ce que le professeur est en train de dire. Tant que ces étapes-là ne sont pas respectées, on ne pourra pas accepter un tel vaccin. Mais pourquoi? Parce que ce qui a fait polémique, ce sont les propos du professeur français, dont j'oublie un peu le nom, Locke. Disant que l'Afrique est un champ intéressant d'expérimentation parce qu'on ne se lave pas les mains, parce qu'on ne porte pas les masques. Est-ce que c'est vrai scientifiquement? Bon, je vais répondre en disant que, en fait, par rapport à ces propos, c'est parce qu'en Afrique, il y a une facilité peut-être. Il y a une facilité de faire certaines choses avec peut-être nos dirigeants. Ce qui ne serait pas le cas en Europe, par exemple. Et je pense qu'ils ont plus de facilité de pouvoir faire des expérimentations en Afrique parce que les contraintes administratives ne sont pas aussi... Parce que les cobayes sont faciles à avoir. Hein? Bon, parce que pour pouvoir faire un truc comme ça, il faut avoir l'aval des dirigeants. Il faut avoir l'aval des dirigeants, tout ça. Et donc, quelque part, peut-être, c'est plus facile peut-être d'avoir cet aval-là pour entamer une expérimentation, peut-être. Non, je voulais quand même rassurer la population pour dire que les propos des collègues français sont des propos déplacés. 1. De 2, ils ont présenté des excuses. De 3, l'institution partenaire ou bien le promoteur qui fait l'étude s'est excusé pour ces propos déplacés, qui sont des propos racistes. Mais il faut quand même faire confiance à nos institutions. Aujourd'hui, faire un essai thérapeutique suppose que vous avez déposé un protocole auprès d'un comité
Et au Togo, c'est le comité de bioéthique pour la recherche en santé. Ce comité est présidé par le professeur Mireille David. Professeur Ekwebi, comment on peut faire confiance aux autorités en Afrique quand ces autorités ont autorisé qu'on déverse des ordures, comment on va dire, radioactives en Côte d'Ivoire dans le dossier Pro-Boko Haram? J'étais en Côte d'Ivoire pendant ce temps. Ça, c'est une autre question. Parlons d'abord du vaccin. Nous avons un comité de bioéthique de la recherche en santé divisé par le professeur Mireille David. Il y a une quinzaine de personnes dans ce comité. Et quand nous avons un protocole, on le donne à des experts, on regarde. Et on sait très bien. Et de deux, quand il y a un essai comme ça, il faut voir d'abord le promoteur, celui qui apporte l'essai. C'est quand même l'Institut national de la santé et de la recherche médicale qui est le promoteur de cette étude. Il passe d'abord par un comité d'éthique qui donne une validation. Troisièmement, il faut savoir que tous les protocoles aujourd'hui dans le monde sont enregistrés dans une grande base de données internationale où tout le monde a accès, où tout le monde peut aller dire ce protocole n'est pas éthique. J'ai vu que nous avons perdu beaucoup d'énergie à répondre à cette question qui est déplacée au lieu d'aller sensibiliser la population. Est-ce que vous avez déjà vu le protocole? Quelqu'un d'entre vous Le protocole, l'essai dont on parle a déjà commencé avant-hier en Europe. Il s'agit de l'essai sur le BCG. Il s'agissait d'un essai qui consiste à renforcer l'immunité du personnel qui est au front. C'est-à-dire que les gens se sont dit, OK, le BCG, les enfants font des formes asymptomatiques qui ne sont pas des formes graves, c'est probablement parce qu'ils ont reçu le BCG très tardivement. Et donc, ils ont décidé que chez le personnel soignant, on va renforcer leur immunité en leur faisant une deuxième dose de vaccin. L'étude a commencé en Europe et en Australie, chez le personnel soignant. Et c'est vrai que le collègue a fait une question déplacée, qui est déplacée, et il est tombé dans le piège. Il aurait dû dire non, nous n'allons pas faire. Voilà ce qui s'est réellement passé. Donc le BCG, c'est une piste sérieuse pour prévenir contre des maladies respiratoires. Il y a des propos dépassés, mais je voudrais qu'on concentre nos énergies sur la sensibilisation de nos populations, sur ce que nous avons déjà comme moyen. Plutôt, je vois des pétitions passer. Oui, je les ai beaucoup lues, mais la question que je me pose, en lisant ces théories complotistes, franchement, est-ce que si les Occidentaux voulaient tuer les Africains, est-ce que c'est forcément par des vaccins? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens plus faciles et plus rapides pour tuer les gens? Docteur Kevin. Non, je pense que ce qui est intéressant dans cette situation, c'est de se rendre compte d'une chose. Les Africains ont besoin premièrement, de se repositionner eux-mêmes par rapport à leur recherche. C'est-à-dire que ce que moi j'ai vu par rapport à cette situation, comment on va faire dans l'avenir pour pouvoir mettre plus de moyens à nos chercheurs sur le plan national pour pouvoir faire des recherches de manière appropriée. Et quand on aura ça, et comme le professeur Kevin l'a dit, quand vous mettez les moyens à la disposition de vos chercheurs et que ces chercheurs arrivent à travers des protocoles avec de l'éthique il s'agit qu'un protocole bien fait, je pense que ça ne devait normalement pas poser de problème. Deuxième élément, comme je le dis, le monde est devenu tel un village planétaire que je ne pense pas que ce serait une bonne chose pour un peuple de se dire que on va éliminer les Africains. Je ne pense pas. Moi, à mon avis, je ne pense pas. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'aujourd'hui, l'Africain doit se dire une chose. Il y a eu un moment donné, nous avons concentré notre énergie sur d'autres choses. Il faut qu'on revienne à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, c'est ça. Justement, ça me permet de poser une question sur les recherches en cours au niveau africain pour apporter une réponse au Covid-19. Docteur Baoui. Oui, au niveau africain. On a entendu parler du Burkina qui est en train de faire des essais. Au niveau africain, il y a le Burkina. Médicament béninois. Oui, il y a le Burkina. Mais la plupart des recherches qui sont en cours, c'est
viennent de la première recherche du professeur Raoult. C'est en fait de confirmer un peu ce que le professeur Raoult a dit. Mais des recherches vaccinales en tant que telles en Afrique, je n'en connais pas encore. Professeur Ekovi, pourquoi les chercheurs africains ont du mal à s'intéresser à ce domaine-là, le domaine des vaccins, des médicaments, tout doit venir de l'extérieur? Je vais être un peu plus précis. On est aujourd'hui, comme il a dit, un monde planétaire. On a les réseaux sociaux et toutes les informations peuvent être vérifiées. Il y a une grande base de données internationale qu'on appelle le clinicaltrial.gov, où lorsque vous voulez faire une étude, vous devez l'enregistrer. J'ai consulté cette base de données ce matin. Il y a actuellement 303 études qui sont en cours sur le Covid. 80 en Europe, 78 aux États-Unis. Combien en Afrique? Enregistrés? 3. 1 en Afrique du Sud, 2 en Égypte. J'ai regardé le protocole de ces études, parce que c'est disponible, hein? Le protocole est disponible. Il n'y a qu'en Afrique du Sud où on fait un traitement préventif comme la PrEP, comme la prophylaxie pré-exposition. C'est seulement en Afrique du Sud qu'on le fait. Donc, ce qui est enregistré au niveau international, en Afrique, toute l'Afrique confondue, c'est 3. D'accord? Maintenant, vous n'avez même plus le droit de publier un travail dans une revue scientifique tant que ceci n'a pas été enregistré au niveau international. Après, nous avons appris par voie de presse que le Burkina réalise des essais. Et c'est très louable, c'est-à-dire un essai, il y a 2 essais avec les standards internationaux, ce que l'équipe de Marseille n'a pas fait, qui ouvre beaucoup de débats, donc avec la pivirine et avec l'hydroxychloroquine. Et le professeur Mouyembe, qui coordonne la riposte au Congo, avait dit il y a quelques jours qu'il était prêt à faire un essai vaccinal, mais vu le tollé soulevé par la vaccination, il s'est un peu retraité très récemment, mais pourtant c'est quelqu'un d'assez fiable, de quelqu'un de très compétent, un co-découvreur d'Ebola, qui a déjà participé à des essais vaccinaux. Donc ça va être de plus en plus difficile pour les chercheurs africains. Ça, c'est d'abord le premier volet. Maintenant, pourquoi on ne fait pas? Parce qu'il faut dire les choses telles. Hein. On n'a pas les moyens. C'est-à-dire qu'une recherche vaccinale, c'est des millions. Une étude clinique de phase 3, c'est-à-dire juste comparer l'efficacité de la tolérance, c'est à peu près 1 milliard. Nous avons participé avec le professeur Baoué sur une étude sur l'infection à VIH 2 dans 4 pays, c'était 2 milliards de francs. Mais est-ce que les pays africains ne peuvent pas se mettre ensemble dans le cadre de l'Union africaine, par exemple, pour répondre à ces genres d'urgences et sauver un peu les meubles là? Je vais être un peu moins diplomatique que j'ai l'habitude d'essayer de l'être depuis le début. Moi, je n'ai pas vu l'Organisation ouest-africaine de la santé coordonner quelque chose au niveau régional. Je n'ai pas entendu la CEDEAO coordonner quelque chose au niveau régional. Je n'ai pas entendu, je parle en tant que chercheur, pas politique, l'Union africaine. Lorsque vous prenez par exemple le cas de la chloroquine, est-ce que nous devons toujours attendre les réponses des Occidentaux? On aurait pu tout simplement dire, si c'était bien coordonné, dire le Togo, vous avez 10 cas, vous amenez ça dans une base internationale. Le Burkina, vous avez 50 cas, vous amenez dans une base. La Côte d'Ivoire, vous avez 100 cas, vous amenez. Et on arrive à analyser la cinétique de la décroissance de la charge virale dans la population africaine. Donc voilà, il y a effectivement un problème de coordination, on n'a pas les moyens. Voilà, et il faut savoir quelle est la ligne de recherche pour les chercheurs, on l'a dit. Nous avons eu de la chance qu'on a un fonds qui a été débloqué par le président de l'université en urgence pour qu'on puisse initier très rapidement des projets de recherche. Relativement maigre, 40 millions de francs CFA. Déjà, c'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Ça peut permettre de faire des études en collaboration, parce que là, nous sommes dans une situation d'épidémie. En collaboration avec le ministère de la Santé, ça peut se faire. On va répondre rapidement à 2 questions pour finir. La première de 93, 86.
93 13 93 86. Alors bonsoir à vous tous. Pour savoir le nombre de personnes infectées à ce jour au Togo, est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire des tests à toute la population, très rapidement, docteur Baoué? Alors la situation épidémiologique en ce jour, nous sommes à 44 cas confirmés sur le plan national. 44, ça veut dire que ça a évolué dans la journée. Ça a évolué, 44 cas sur le plan national et donc 42 à Lomé et 2 autres à l'intérieur, donc un à Sokodé et un autre à Dapao. Alors, pourquoi ne pas faire un test général à toute la population pour avoir une idée claire et le cœur net? Oui, là aussi, ça fait appel à des moyens. Il faut avoir les moyens pour disponibiliser les tests rapides et à l'endroit des formations sanitaires et définir les critères, ou bien, oui, les critères surtout pour pratiquer ces tests-là. Sinon, il faut d'abord avoir les moyens pour dépister tout le monde. Mais à défaut d'avoir les tests pour tout le monde, il faut quand même définir des critères pour pratiquer ces tests-là. Aujourd'hui, c'est vrai que la maladie, on peut revoir la définition des cas parce que beaucoup de patients qui sont arrivés, qui sont confirmés, n'ont pas de notion vraiment exacte de contact. Donc, ce qui suppose une redéfinition des cas. Et donc, aujourd'hui, on pourrait dire que si vraiment on avait les tests de diagnostic rapide, on dépisterait toute personne qui a des signes respiratoires, par exemple. Et là, il faut avoir les moyens, il faut disponibiliser les tests pour le faire. Alors, comment l'appelle-t-on? Une dernière question. Je voudrais compléter. Juste compléter un peu rapidement. C'est une excellente question, hein, vraiment. C'est une excellente question. Nous n'allons pas dévoiler, mais c'est une question de recherche qui est sur la table actuellement. Et on pourra répondre assez clairement d'ici une semaine. Alors, la dernière question, 90 39 30 07. Alors, bonsoir, messieurs. Je suis votre émission avec intérêt. J'ai quelques inquiétudes. Alors, la première, sur le plateau, vous avez respecté la distance d'1 mètre. Bon. Pourquoi vous n'avez pas porté de cache-nez? Nous apprenons via les réseaux sociaux que les dons de masques provenant de la Chine sont déjà contaminés. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez ces informations, docteur Baoué? Oui, les dons de masques provenant de la Chine contaminés, ça c'est la spéculation de la population. Donc, pas vérifié? C'est pas vérifié. Et les masques, est-ce que les masques sont obligatoires? Dans quel contexte il faut mettre les masques obligatoirement? Professeur Ekovi? Non, pour les masques, les recommandations commencent par changer un peu partout. Avant, au tout début de l'épidémie, on nous disait que les masques, l'Organisation mondiale de la santé nous avait dit que les masques n'étaient recommandés que pour le personnel soignant, ou bien lorsque vous êtes en charge d'une personne qui est malade. Et maintenant, les choses changent, évoluent. On se rend compte que, par exemple, dans les pays asiatiques, le port de masque est une culture et que dans ces pays, il y a probablement eu moins de cas que par rapport aux pays occidentaux. Et très récemment, en France, le port de masque est proposé. Il y a également aux États-Unis, pas plus tard que samedi, le port de masque est proposé, ou bien le port de bavette est proposé. Et au niveau de l'université de Lomé, nous sommes également en train de réfléchir avec tous les spécialistes pour pouvoir faire une recommandation assez claire. Merci. Et également, en Côte d'Ivoire, pas plus tard que samedi, le port de masque est maintenant recommandé pour toute la population. Peut-être que prochainement, on portera des masques lorsqu'on viendra sur le plateau. C'est bien noté, il est temps que j'aille prendre mon masque. On va mettre fin à cette émission. Merci de votre riche participation, docteur Kevi. Ce fut très instructif. Merci d'être passé. Merci. De même que docteur Baoué, merci. Merci. Et courage pour tout ce que vous faites. Professeur Kevi, on se retrouve très bientôt. Merci. Bien masqué. Bien masqué. Une nouvelle édition de journal. Merci de votre attention. À très bientôt.